Bonsoir à tous. Le cycle de rencontres organisé cette année par l'Agora des Savoirs s'intitulait « Le proche et le lointain ». Or, cette dialectique, cette mise en tension du faussement proche et du vraiment lointain est au cœur des travaux de Florence Dupont, centrés sur la question de l'écart. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux que Florence Dupont ait accepté de venir clôturer la saison par la conférence de ce soir. Il y a quelque temps, vous vous en souvenez sans doute, a éclaté la énième querelle portant sur l'enseignement du latin et également du grec. Et à l'occasion de ce débat, on a vu les deux parties échanger en guise d'argument toute une série de contre-vérités, des contre-vérités qui étaient considérées comme des évidences et donc qui, à ce titre, n'ont jamais été interrogées. Parmi ces contre-vérités ou ces fausses évidences, les tenants des humanités n'ont cessé de répéter que la culture classique nous était indispensable parce que Rome et la Grèce représentaient notre origine, nos ancêtres, la source de notre civilisation, et que par conséquent nous avions avec eux un rapport d'intimité, de parenté, voire pour certains d'identité. Or, la très grande force de l'ensemble des travaux de Florence Dupont, c'est de montrer que c'est pas vrai. On nous répète ça, mais c'est n'importe quoi. Les anciens ne sont pas nous. D'abord parce que ce ne sont pas des modernes. Et plus radicalement, pour reprendre une formule de Florence Dupont qui me plaît beaucoup, les anciens sont des sauvages comme les autres. J'ajouterai des papous comme les autres. Autrement dit, pour aborder les civilisations gréco-latines, il faut avant tout une démarche qui soit celle de l'anthropologue ou de l'ethnologue, en plus bien sûr du littéraire ou du linguiste. Je citerai Florence Dupont, « L'Antiquité est vécue comme une origine, si bien que porter sur elle un regard anthropologique et dénoncer les fausses ressemblances n'ont pas les mêmes conséquences que sur une autre civilisation. Ces sauvages aux mœurs si étranges, c'est aussi nous, ils sont notre mémoire, d'où un effet ravageur. » Et effectivement, un certain nombre des livres de Florence Dupont ont déclenché une véritable vague de scandales. Je me souviens de la parution de Aristote, le vampire du théâtre occidental, qui a soulevé des querelles, je ne dirais pas homériques, mais sanglantes, au sein de la communauté universitaire. C'est donc une approche anthropologique que pratique Florence Dupont, mais une anthropologie très particulière et très séduisante parce qu'elle est anti-systématique. C'est-à-dire que Florence Dupont est toujours très attentive à la dimension concrète ou des pratiques qu'elle évoque. Elle est aussi très attentive au fait que coexistent à un même moment plusieurs types de discours qui peuvent entrer en tension, voire se contredire. Elle allie une méthodologie très rigoureuse dans la lecture des textes et c'est quelque chose qu'elle transmet à ses élèves et qu'ils tentent de pratiquer avec enthousiasme. Et puis d'autre part, une totale liberté dans la mise en tension et dans la pratique des écarts. Ce qui l'amène à suggérer de nouveaux usages de l'Antiquité. Pour reprendre ses propres termes, il s'agit de passer de l'Antiquité conservatoire à l'Antiquité laboratoire. Et attendu l'actualité méditerranéenne en ce moment, ça n'est pas une mauvaise chose de penser aussi la Méditerranée à partir de l'Antiquité et de ces questions des écarts. Il est d'usage, pour terminer ces brèves présentations, de présenter la trajectoire intellectuelle, comme on dit en bon style, de la conférencière. C'est ce qu'on appelle aussi faire l'histoire de sa pensée, toujours en style académique. Florence Dupont s'est exprimée sur ce point dans le très savoureux avant-propos de son livre « L'Antiquité, le territoire des écarts ». Ce n'est pas une pratique qui l'enthousiasme particulièrement. Florence Dupont préfère le dialogue ou préfère lire sa vie aussi comme une série d'écarts. C'est la raison pour laquelle je me contenterai de rappeler quelques épisodes de ce roman des écarts. Florence Dupont est une ancienne élève de l'ENS et elle a été directrice de programme au Collège international de philosophie de 1998 à 2003. Actuellement, elle est professeure émérite à l'Université Paris Diderot et elle est membre du conseil scientifique de l'Institut des humanités de Paris.
Et vous pourrez voir une partie importante et absolument délicieuse de sa production scientifique sur la table de présentation en sortant. Je vous recommande ces lectures, même quand il ne pleut pas. C'est une expérience absolument extraordinaire. Je m'en voudrais de terminer cette présentation sans dire la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je suis très émue ce soir. J'ai été l'élève de Florence Dupont, jadis, il y a 25 ans. C'est le cours qui m'a le plus frappé de l'ensemble de ma scolarité, c'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, 25 ans après, je me souviens encore du premier cours de Florence Dupont, je me souviens du temps qu'il faisait, de l'heure qu'il était, de la lumière, je me souviens de sa voix, de ce qu'elle nous a dit, bien sûr, et je me souviens également des débats qu'elle a déclenchés. Et donc, à tous les remerciements que nous vous devons, je joins le mien particulièrement ému. Merci. Parfait. Vous m'entendez bien ? Très bien. Bon, donc je vais tout de suite passer... je vais remercier, etc. Bon, mais en fait, c'est du temps perdu, donc... Non, mais c'est bien. J'aime beaucoup Montpellier, bien sûr. J'y étais encore récemment à l'occasion du programme du bac et de Phèdre. Et j'y suis revenue, j'y reviens, etc. Bon. Donc, maintenant, je parlerai de l'exposé. Je vais vous faire l'exposé que j'ai prévu à partir de la problématique du proche et du lointain. Alors, en fait, je partirai d'un fait qui est, vous connaissez tous, c'est que la place attribuée un peu partout aujourd'hui à l'Antiquité grecque et romaine, me semble, et je voudrais le montrer d'abord, offre l'exemple d'une confusion volontaire, je dirais bien volontaire, entre le proche et le lointain, ce qui revient finalement à nier l'histoire, et l'Antiquité a été transformée en quelque sorte en mythe. En effet, je voudrais rappeler que les historiens, lorsqu'ils construisent la profondeur du temps, ils tiennent à maintenir le passé, même proche, même le passé tout proche, à distance du présent. C'est cela le travail fondamental de l'historien. Et en fait, cette mémoire du passé va servir à conserver quelques traces de ce qui a disparu du présent. On peut prendre une image, vous avez une carte postale sépia, une meule avec des femmes, un fichu sur la tête et des enfants pieds nus dans la poussière, et ensuite, en dessous, il y a marqué « les moissons dans la Beauce ». Quelques-uns d'entre nous sont encore capables d'associer quelques souvenirs à cette image, mais c'est si loin. Et la France des années 50 est déjà un autre monde qui est en fait inaccessible. C'est une autre humanité. Alors, bon, de l'Antiquité, c'est encore plus loin. Nous n'avons pas conservé de carte postale sépia, ni personne chez qui ces cartes postales ranimeraient des souvenirs. Nous avons des ruines muettes, des pierres ou des textes, et je dis exprès que les textes sont muets, a priori, et tout ça enseveli dans les strates du temps. Comme vous savez, l'Antiquité n'est pas une Italie éternelle. Si vous regardez l'Italie contemporaine, on voit bien quel est le résultat de son histoire. Rien que la nourriture, les Italiens, qu'est-ce qu'ils mangent ? Des pâtes venues de Chine, des tomates venues d'Amérique. Le maïs pour la polenta est aussi américaine, et le risotto, inutile de préciser. Pourtant, je pars de choses simples, ne craignez rien, ça viendra plus difficile tout à l'heure. Alors, et pourtant, non, ce que je voudrais partir de ça, parce qu'on parle toujours de Rome, Italie éternelle, etc. Bon. Et pourtant, alors, justement, il y a eu le fascisme avait voulu que l'Italie soit une Rome éternelle. Vous savez qu'il avait voulu restaurer l'Empire romain dans le présent et aller conquérir la province d'Afrique. Bon. Ainsi, l'Italie retrouvait ses racines romaines et le temps était aboli. Alors, par curiosité, je suis allé sur Internet et pour juste jeter un coup d'œil sur un péplum qui a illustré cette dénégation, c'est Scipione l'Africano, de Carmine Gallone en 1937.
Et vous avez, bon, vous pouvez le regarder, hein, et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est le discours de Scipion Émilien. Vous avez, ça s'appelle Discorso prima della battaglia, c'est la bataille de Zama. Hein, et dans le discours de Scipion, qui évidemment parle comme Mussolini, hein, et il dit pas besoin de savoir beaucoup italien, hein, il clame ricordate, ricordate. Ce qui est bien, c'est qu'il parle en tournant le dos à son armée. Hein, ça ne dérange pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, l'anachronisme du film, et qui est un anachronisme fondamental, hein, puisque c'est Scipione et Mussolini, hein, et a été parodié dans un autre film qui s'appelle, je crois que c'est Un secondo Scipione ou Un altro Scipione, quelque chose comme ça. Hein. Et c'était, alors, vous avez dans ce film, vous avez Vittorio Gassman et Mastroianni, hein, et vous avez, ce qui est formidable, c'est que vous avez donc Gassman qui est Scipion et qui est sur le Capitole, il converse avec Jupiter, hein, et il caresse un chaton. Et alors, c'est formidable parce qu'il n'y avait pas de chat, hein, dans l'Antiquité, hein, puisque les chats sont récents. Et donc, voilà. Donc, on caresse un chat. Et là, c'est formidable, ça, parce que qu'est-ce que c'est les chats? Bon, les chats sur le Capitole, il y en a beaucoup aujourd'hui, évidemment. Hein. Donc, ça, c'était, je trouvais, très, très fin. Hein, et c'est l'anachronisme fondamental. Alors, en fait, bien sûr, il s'agit d'un anachronisme historique. Hein, mais ça n'est pas n'importe quel anachronisme. Si on laisse le chat tranquille, hein, et si on revient à Scipion Mussolini, hein, et toute l'histoire, on voit que le passé est parasité par le présent, afin de lui servir d'origine. En fait, c'est un passé factice. Alors, qu'est-ce qu'il y a, au fond, de romain dans le film, hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les signes conventionnels, vous avez le casque, les petites jupettes, etc. Hein, mais tout ça est anecdotique. Hein. Eh bien, c'est le principe même, hein, du péplum ou du docu-fiction. En fait, je vous dis ça comme ça, mais en réalité, l'Antiquité, c'est toujours du péplum. Enfin, c'est la plupart du temps du péplum. Hein, pourquoi? C'est-à-dire que les anciens sont placés au début d'une histoire linéaire, hein, téléologique. Si Scipion a pris Carthage, c'est pour que Mussolini puisse aller prendre la Tunisie, hein, ou inversement. Donc le présent, hein, le présent, c'est nous. Hein, nous sommes l'accomplissement de ce passé. Et cette vision d'un récit téléologique, hein, dont le présent est le but du passé, donc en fait le passé est reconstruit à partir de ce présent, hein, vous l'avez partout sous le titre de l'Antiquité à nos jours. Là aussi, pour préparer ce soir, hein, je suis un peu allé sur Internet et j'ai mis simplement dans Google de l'Antiquité à nos jours. Et tout d'un coup, une page entière est apparue dont je vous ai donné. Et alors, alors c'est bien parce que c'est à la fois plutôt style Wikipédia, mais aussi il y a des colloques universitaires au mois de mai qui ont ce titre. Alors, et puis il y a un peu aussi. Là, je vous donne juste quelques titres. Il y a de l'Antiquité à nos jours, comment s'est constituée la matière, l'atome. Bon, vous voyez, hein, la citoyenneté de l'Antiquité à nos jours, histoire des formes théâtrales de l'Antiquité à nos jours, j'aurai le plaisir de revenir là-dessus. Alors j'ai beaucoup aimé aussi de l'Antiquité à nos jours, Fédération française d'aviron. Vous avez Ulysse et les nomachie romaines. Alors, ce qui est formidable, c'est que pour parler aujourd'hui des gens qui vont, par exemple, sur les tantos, vont faire de l'aviron, il faut commencer avec Ulysse. Alors, je ne comprends pas. Hein. Il y a aussi plus grave l'histoire de la folie de l'Antiquité à nos jours. Il y a l'histoire de la médecine, l'Antiquité à nos jours. Et colloque prévu de cette année, la précarité sur les routes et les mers de l'Antiquité à nos jours. Ne riez pas, ce sont des collègues. Alors, tout ça, c'est ce que j'appellerais des péplums. Bon, alors, vous voudrais quand même remarquer que parfois l'Antiquité commence en Égypte. Hein. Alors, généralement, c'est la Grèce et l'Égypte, mais comme une sorte d'antichambre de la Grèce et de Rome. En fait, on s'aperçoit, et vous vous rendez très bien compte, qu'il y a une linéarité, hein, qui se constitue. Alors, on aurait d'abord l'Égypte, puis la Grèce, puis Rome. On se demande ce que sont devenus les Grecs
Les Égyptiens, ils ont sans doute disparu, absorbés par la Grèce, et ensuite Rome. Bon, tout ça, ce sont des généalogies imaginaires, donc vous voyez bien que ça consiste à supprimer les distances. En fait, toutes ces prétendues histoires des origines à nos jours devraient s'intituler « De nos jours à l'Antiquité ». En effet, les anciens ne sont là que pour préparer et valider ce que nous sommes, ou bien ce que nous pensons être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le passé est fabriqué à partir du présent, et ce passé fabriqué est un passé mythique qui doit absolument contenir le présent ou les germes du présent. Et là, ça va devenir un peu plus sérieux. En effet, c'est ce que nous trouvons lorsque tout le monde répète, et peut-être nous aussi d'ailleurs, disant « nous vivons en démocratie », c'est-à-dire que nous serions un peu des Grecs, où le français vient du latin, l'idée que nous parlions plutôt latin. C'est-à-dire qu'en fait, les anciens, c'est-à-dire grecs et romains, seraient au cœur de notre identité. Alors là, l'identité, vous pouvez choisir entre française, européenne, méditerranéenne ou occidentale. Je vous laisse le choix. Alors, en fait, dans ce système que je suis en train de décrire et essayer de déconstruire, si les anciens sont lointains, on va toujours dire qu'ils sont lointains, que latin grec sont des langues mortes, qu'autrefois c'était affreux, il y avait des esclaves et des gladiateurs, que plus personne ne croit aux héros mythologiques, à Hercule, au Cyclope, que ces gens-là étaient habillés de jupettes et faisaient la guerre avec des boucliers, que leur maison il y avait des colonnades et que les hommes politiques étaient drapés dans des toges. Bon, tout ça, ok, mais qu'est-ce que ça apporte? Pas grand-chose. C'est une distance tout à fait superficielle. Vous retirez le vêtement et c'est les mêmes. En effet, bon, c'est ça. Ou bien, si on va un peu plus loin, c'est souvent ça, c'est pas toujours ça. Mais cette distance, lorsqu'elle n'est pas juste un costume ou un décor de colonnade, cette altérité des anciens qu'on va faire apparaître n'est pas leur passé historique. Ce n'est pas, en fait, elle est créée à partir du présent comme un manque. C'est-à-dire, ils n'étaient pas encore. Ce sont des anciens, ce n'était pas nous. Alors, mais ce pas encore va être calculé à partir du nous maintenant. Donc c'est toujours la dialectique du déjà. Ils étaient déjà, c'est la proximité, et pas encore, c'est la distance. C'est ça que j'ai appelé en titre la double tentation. En fait, ce titre était un peu ridicule. Je l'ai donné trop vite, et puis après, bon, c'était parti dans les tuyaux. Bon, c'est pas très grave. Alors, non, c'était un peu comme ça, prétentieux, vide. Enfin bon, vous savez. Après, alors, chaque fois que je retravaillais, je me disais, mais comment j'ai pu sortir un titre pareil? Voilà. Alors, bon, bah voilà, c'est ça. Alors, je vais donner un exemple concret de déjà et de pas encore, tout petit peu croustillant. Alors, vous trouverez dans un certain nombre de livres sérieux, ce qui n'est pas faux, mais présenté comme ça, c'est bizarre. Les dames romaines, pour éviter les trop nombreuses grossesses, utilisaient déjà des préservatifs. Mais en revanche, les Romains croyaient encore que les hermaphrodites portaient malheur et les jetaient dans le Tibre. Voilà. Vous avez ce système. Voilà. Donc, je vois que ça vous fait moins rire que ça devrait. Voilà. Vous voyez qu'on avance dans le sérieux. Alors, en fait, ces prétendues histoires de l'aviron ou de je ne sais pas quoi sont en fait des généalogies du présent. C'est-à-dire que le présent serait arrivé comme ça de façon progressive et l'Antiquité sert d'origine. Alors, beaucoup de gens connaissent cette formulation, c'est ce qu'après Lyotard, philosophe, on appelle de grands récits. C'est-à-dire, en fait, ce sont des récits qui ont pour fonction de mettre en place de façon mythique le présent. Et donc, nous affirmons une série de choses qui nous seraient communes avec les anciens, au début de ces grands récits, et qui vont se développer jusqu'à rejoindre notre modernité. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe en fait? Le proche et le lointain sont confondus, puisqu'en fond, ce qui est aujourd'hui était déjà là, ou pas encore, c'est-à-dire destiné à être. Et comme ça, on a une identité originelle qui est essentialisée, c'est-à-dire qu'elle a toujours été là, elle est de l'ordre de l'essence et pas de l'événement. Et ni de l'arbitraire. En résumé, nous sommes nous-mêmes parce que nous avons des origines. Évidemment, tout ça, je ne prends pas à mon compte. Bon.
Enfin, on ne sait jamais, il faut mieux préciser. Alors, je devrais mettre des conditionnels partout. Hein. En résumé, nous saurions nous-mêmes parce que nous aurions des origines grecques et latines, évidemment que non pas les autres, sinon il n'y a plus d'identité. Voilà. Alors, or, le travail des historiens, hein, eh bien, qui établissent une véritable distance historique, hein, retrouve une altérité qui est irréductible au déjà et pas encore. Et je vais prendre un exemple exprès provocateur, hein, parce que ça, généralement, personne n'en parle. C'est très gênant. Hein. Les Romains, je parle des Romains, hein, étaient, je dirais, lourdement pédophiles. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et je vous renvoie à Suétone sur l'empereur Auguste. Bon. Franchement, là, il est irrécupérable. Hein. Et alors, bon, passons sur les mœurs d'Auguste. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils étaient encore pédophiles, hein, comme s'il s'agissait d'un comportement archaïque appartenant au début de l'humanité. Voilà. Donc, je pense que cet exemple vous en montrait qu'en fait, il y a une altérité qui est irréductible à cela. Maintenant, bon, on peut faire ce travail sur beaucoup de points, hein, on pourrait détailler, mais ce que je voudrais faire une étape avant d'en venir à un exemple précis. Bon, là, je vous montre des choses qui sont évidentes, hein, si on y réfléchit un peu. Mais la question, évidemment, c'est que gagnons-nous aujourd'hui? Bon, certes, une satisfaction intellectuelle, mais sinon, qu'est-ce qu'on gagne à réfuter par l'histoire, hein, l'illusion généalogique et le discours des racines? Tout le monde hurle en disant nos enfants, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, ont besoin, ou nous avons besoin de racines, nous avons besoin d'identité. Alors, si vous nous retirez nos racines grecques et latines, notre généalogie, etc., qu'allons-nous devenir? Voilà. Alors, donc, ça, c'est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça, hein? Et si on nous demande, écoutez, peut-être c'est faux, mais c'est agréable à vivre. Donc la question, c'est qu'allons-nous faire de cette altérité antique retrouvée? C'est-à-dire, il y a plusieurs solutions. Hein. Il y en a une qui serait radicale. Hein. C'est ces anciens si différents de nous. Hein. Au fond, ils ne nous concernent plus du tout. Hein. Bon, certes, ils sont curieux, hein, mais bon, on peut en faire des objets de curiosité, mais au fond, ils ne nous concernent pas. Hein. Et puis, il y a d'autres cultures disparues, tout aussi passionnantes, ou tout aussi curieuses, hein, et qui seraient les Aztèques, hein, ou la Chine médiévale. Vous avez deviné que je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, mais en attendant, ça y ressemble pourtant. Alors, donc je voudrais y répondre de façon la plus rigoureuse possible, en prenant un exemple précis, sur lequel d'ailleurs vous pourrez poser des questions, parce que j'ai choisi de prendre un exemple qui est commun à nous tous, puisqu'il s'agit de problèmes de langue. Je voudrais qu'on réfléchisse sur l'étymologie latine ou grecque des mots français. Hein. Et parce qu'enfin, bon, le français on connaît tous, quant au latin, au grec, plus ou moins, enfin du moins certains mots. Alors, donc je vais en venir à cette question de l'étymologie. Comme vous savez, l'étymologie, c'est en fait la forme que prend cette pensée des origines dans le domaine linguistique. Hein. C'est exactement le modèle de l'Antiquité à nos jours, hein, et le problème des racines. En effet, prenez un mot, il y a énormément de mots en français qui ont une racine latine, je prends la racine au sens grammatical, hein, et sous prétexte que leur phonétique est proche, ce qui est incontestable, hein, le sens d'un mot français serait donné par son étymologie grecque ou latine. Alors, je vais vous donner... Alors, tout le monde a entendu, et moi encore récemment, des gens qui sont comme moi en train de tenir le crachoir, etc., qui se lancent dans des discours un peu prétentieux. Et, oui, forcément. Alors, et tout d'un coup, artifice rhétorique élémentaire, on agite l'étymologie d'un mot. Je prends un exemple. La nature, c'est la natura. Le mot latin donne du poids, de la profondeur au discours. On touche à l'être même du sens. C'est quand même mieux de dire que la nature,
Bon, d'accord, vous avez compris, mais natura. Hein. Et alors, quand on veut vraiment faire vraiment fort, hein, on passe à la traduction grecque et on prend l'air entendu pour dire c'est la physis. Et comme la moitié des gens ne savent pas ce que c'est, on précise pour les moins savants la physis des physiciens. Alors là, là c'est sans réplique. Hein, voilà. Bon, alors, vous avez vu ça? Moi, j'ai vu ça. J'ai vu un truc avec le limes, c'était génial. Bon, alors, donc, mais ça, c'est particulièrement pervers. Hein, car en fait, il s'agit toujours du sens français plaqué sur le mot latin ou grec qui avait une autre signification. Du moins, dans le latin de Cicéron, natura n'a jamais signifié nature. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, si par hasard vous auriez un oubli, vous pouvez me demander tout à l'heure. Alors, mais je vais pas prendre. Non, mais c'est très important parce que, enfin, pour le droit. Alors, donc, mais je vais pas vous parler de natura. Je vais prendre des exemples et réfléchir sur deux exemples. L'un est latin, c'est le mot pater, et l'autre est un mot grec qui est passé en latin, c'est théatron qui a donné théatrum. Alors, commençons par pater. Alors, pater ou pater familias. Alors, pater a phonétiquement donné, sans discontinuité, sans rupture, père en français, on ne va pas discuter, patre, padre, etc. Bon. Mais un père de famille, on va commencer par la famille français, n'est pas un pater familias. Vous allez voir. Entre les deux, il y a une longue histoire et des événements nombreux qui ont précisément interrompu la généalogie du sens. Alors, que signifie pater en latin? Ça ne signifie pas du tout un rapport de filiation. En droit, le pater ou pater familias, on pourra revenir sur familias, hein, et cela n'est vrai que pour les citoyens libres, c'est-à-dire ni pour les affranchis, ni pour les esclaves, ni pour les étrangers, hérite du statut de pater. Il va avoir le statut de pater et les droits associés seulement à la mort de son propre pater. C'est-à-dire il va hériter d'un statut avec le patrimonium, c'est-à-dire l'héritage, hein, et le patrimonium se dit aussi la familia. Bon. Mais ce pater peut très bien ne pas être marié, ne pas avoir d'enfant, être mineur ou même eunuque. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le dispositif français. Et inversement, un Romain marié avec des enfants n'est pas pater de ses enfants avant la mort de son propre pater. Et ce propre pater peut être, alors là je vais dire en français, son père, son grand-père ou toute autre personne qui est intervenue dans un système d'adoption. Ça peut être son oncle ou ça peut être son neveu. Eh oui, bon. Alors, tous les cas sont possibles. Alors, ce qui prouve bien que le sens de ce mot, le mot pater, ne reflète pas une réalité biologique première, comme on le croit souvent. Les gens, les mots, c'est d'abord de la réalité, vous savez, une sorte de réalité brutale, puis après, tout ça c'est toujours les grands récits, après on devient plus abstrait, etc. Bon, tout ça est profondément douteux. Alors, donc, le mot, donc il n'y a pas une réalité biologique première, hein, et nous n'avons pas en commun avec les Romains cette conception de la filiation d'ordre naturel, hein, biologique, que nous avons aujourd'hui, enfin cela dit c'est assez récent, hein, nous avons une conception biologique de la filiation. On peut même dire que le lien social de filiation, qui n'a évidemment rien à voir avec le lien biologique, hein, n'est pas non plus dans le mot pater. Hein. Ce lien social de la filiation, vous vous demandez de quoi je parle, c'est très simple, c'est ce qui est établi par le Code Napoléon. La paternité du Code Napoléon, comme vous savez, n'est pas fondée sur la biologie, mais sur le mariage. Ça résulte de la naissance d'un enfant dans le cadre du mariage. Alors vous avez vu que le pater romain n'a pas besoin d'être marié. Donc on est dans un tout autre système. Hein. Donc ça n'est pas le cadre du mariage, ça n'est pas la définition biologique de la paternité qui, comme vous savez, date de Giscard d'Estaing et du fameux procès des enfants Picasso. Bon. Tout ça est un problème d'héritage, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est donc ce romain c'est donc en fait,
On voit, alors, tout ça, évidemment, c'est des travaux sur les emplois. On voit que le pater familias, c'est le chef de clan et le gestionnaire de la familia. La familia, c'est pas du tout les enfants, etc. C'est essentiellement les biens transmis dans le cadre du patrimonium et en particulier les esclaves. Vous savez aussi qu'à Rome, le terme pater, au pluriel, patres, sert à définir les sénateurs, parce qu'ils sont l'image des fondateurs de Rome. Et bon, petite divagation historique, vous savez que c'est le sens qu'il y a pour les pères fondateurs aux États-Unis, dont certains n'ont peut-être jamais eu d'enfants. Voilà. Alors, donc, je continue sur pater parce que cette histoire de mots, c'est extraordinaire. Alors, si vous voulez, c'est ce même sens premier de pater, c'est-à-dire chef de clan, que l'on a dans les emplois en dehors du cadre de la familia. Par exemple, Jupiter, pater des dieux et des hommes, qu'on a par exemple chez Virgile, n'est pas du tout celui qui n'est pas du tout un créateur, c'est le chef, le souverain. Et c'est évidemment, alors je vais revenir à ça parce que c'est très intéressant, le sens chrétien dans le pater noster, ou encore des pères de l'Église. Alors, il y a une expérience linguistique extrêmement intéressante qui a été celle de la traduction de la Bible, et en particulier des évangiles, dans les langues diverses, lorsqu'il y a eu christianisation du monde. Et il fallait donc traduire, et c'est gênant parce qu'il y avait des sociétés, des civilisations et des langues où le statut de pater n'existait pas. C'est-à-dire que ce chef de clan n'existait pas. Et donc, en particulier, impossible en Mélanésie, où il n'y a que des papas. Alors, qu'on trouve aussi, alors c'est-à-dire qu'il y a aussi le gentil papa, c'est-à-dire parce que Rome, c'est pas du tout ce qu'on croit, avec des grands méchants patres familias. Non, c'est plus compliqué que ça. Et donc, vous avez un mot en latin qu'on trouve aussi en hittite, en gothique et en slave, c'est ata ou abba, qui veut dire papa. Mais ça suppose un enfant, justement. C'est dans la relation du père avec son enfant qu'il y a un terme, qui est un terme d'affection, de relation affective, qui est le résultat de la filiation, et qui n'a rien à voir avec pater. Alors, maintenant, juste un exemple qui m'a beaucoup amusé, c'est que cette confusion entre pater, latin, et père, au sens moderne du terme, c'est-à-dire celui qui a des enfants, cette confusion entre le pater a donné, vous savez, tout ce roman sur une société patriarcale terrifiante, où le père aurait droit de vie ou de mort sur sa maisonnée, ce qui n'est pas vrai en droit. Et bon, alors ça, il y a tout un fantasme là-dessus, les affreux romains. Et je ne dis pas qu'ils étaient... c'est pas... Je ne sais pas qu'ils étaient bétifiants avec leurs enfants, quoique, on a comme ça quelques anecdotes de Caton avec son fils, de Scipion, encore lui, avec sa fille. Mais bon, alors, juste, il y a une chose extraordinaire, c'est l'inculture des gens qui nous gouvernent. Alors, il s'agit d'un texte... Non, mais attendez, je suis désolé, et que nous avons élu. Voilà. Bon. Mais ils ne peuvent pas tout savoir. L'élection, il n'y a pas d'épreuve de latin. Dommage. Alors, en effet, c'est une affaire en 2014, le 16 janvier 2014, 17 députés ont cru bien faire en déposant un amendement au projet de loi pour l'égalité femmes-hommes visant à supprimer la notion de bon père de famille afin de la remplacer dans les codes en vigueur par l'expression « raisonnablement ». Ça, je vous lis le préambule, le texte de loi. Et on la trouve, par exemple, dans un bail de location ou les contrats de téléphone. Bon. C'est la loi numéro 1663 et l'amendement 249.
Alors, donc on va changer partout bon père de famille par raisonnablement. Alors ce que j'aime, c'est l'exposé sommaire, comme ils disent, qui justifie la loi. Issu du latinisme bonus pater familias, qui effectivement existe et dirait un autre contexte. L'expression en bon père de famille est contenue 15 fois dans les parties législatives des codes en vigueur. Alors, c'est une expression désuète qui remonte au système patriarcal. Vous voyez, qui remonte. Voilà, remonte. Voilà, donc, mais simplement, on remonte nulle part. Alors, régulièrement incomprise par les citoyennes et citoyens, elle pourrait pourtant être facilement remplacée. Cet amendement propose que l'expression « soin d'un bon père de famille » soit remplacée par « soin raisonnable ». La notion de raisonnable est en effet identique à la notion de bon père de famille. Bon. Alors, je vous explique en fait de quoi il s'agit. Le bon père de famille, ça veut dire le bon gestionnaire. Et en particulier, il y a, dans Cornelius Nepos, il y a une vie d'Atticus, l'ami de Cicéron, dans lequel il dit que Atticus, qui n'a pas été marié, est un bon pater familias, parce qu'en fait, il ne construit pas de nouvelles maisons, qui ne dépense pas le patrimonium. Donc en fait, c'est ça, tout simplement. Alors vous voyez, tout ça, c'est très gentil, hein, c'est pour en finir avec la société patriarcale, mais enfin, bon, il n'y a absolument pas matière. Alors, voilà, donc c'est... Alors, dans le cas particulier de pater, qu'est-ce que... Je voudrais essayer de répondre à la question de tout à l'heure, que j'ai posée moi-même. Alors, quel est l'intérêt de cette altérité retrouvée? Retrouver le sens que le terme pater avait à Rome, hein, quel est l'intérêt? Et bon, sinon de se moquer du législateur, ce qui n'est pas bien. Alors, mais quand même, il faudrait quand même rappeler que l'Antiquité, en particulier l'Antiquité romaine, n'est pas une société patriarcale plus répressive et plus inhumaine, hein, que d'autres. Hein, dont nous serions sortis, alors, parce que, quoi? Grâce au christianisme, au droit de la famille, aux socialistes au pouvoir, enfin bon, je veux dire, non, parce que c'est de 2014, bon, voilà. Donc, en fait, alors, bon, ça c'est pour rire, hein, donc, tout ça, bon, mais en fait, qu'est-ce que ça nous apprend pour nous aujourd'hui? Ça nous apprend cette chose très importante, c'est que la paternité est une construction sociale, hein, construction sociale, et non pas quelque chose qui serait avec un noyau biologique commun à l'humanité. C'est une construction sociale, hein, qui peut se calquer sur le biologique, comme nous le faisons aujourd'hui, et c'est tout à fait défendable, hein, mais ce fondement biologique, c'est un choix. Et si vous voulez, ça qui est intéressant, c'est-à-dire on ne délègue pas un universel ou une nature ou une identité, quelque chose. On dit, bon, c'est comme ça, on est obligé d'être comme ça, toujours été comme ça. Non, hein, c'est un choix, et c'est un choix qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, là je vais aller un peu plus loin, hein, c'est que la famille naturelle, entre guillemets, réduite à papa-maman, qui serait naturelle, hein, c'est une fiction contemporaine. Une fiction contemporaine, hein, dans sa naturalité. Hein. C'est quelque chose que vous savez date du 19e siècle et du Code Napoléon, justement. Et en plus, cette famille comme ça, elle est donc hétérogène, hein, et à la Rome antique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux Romains, hein, de venir soutenir ceux qui pensent que c'est une réalité naturelle. Hein, et comme vous savez aussi, elle est hétérogène au christianisme, au moins au premier christianisme. Donc en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est... bon, on ne peut pas renvoyer l'Antiquité comme ça en disant ces gens n'ont rien à voir avec nous, curiosité. Non, en fait, on s'aperçoit que ce grand récit généalogique des mots, en particulier avec l'étymologie, hein, est installé dans notre mode contemporain, hein, à partir du latin et du grec. Et ce qui se passe, c'est que ce grand récit généalogique des mots, qui est une illusion, hein, on fourgue avec des notions fondamentales. Hein. C'est-à-dire que suspecter, hein, le fondement historique de ces grands récits, comme je viens de le faire, hein, c'est bien intervenir dans un présent qui est le nôtre. On peut raconter ce qu'on veut sur les Aztèques et les Chinois,
hein, finalement, ça ne fait rien bouger parmi nous. Tandis que là, oui, hein, parce que nous sommes, on a ça, hein, cette antiquité présente dans le présent, hein, mais ce qu'il faut, c'est rétablir l'histoire. C'est pour ça que j'aime bien cette notion d'écart, parce que vous avez donc l'identité et l'altérité. Hein, l'écart, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, hein, vous avez un écart qui est pris par rapport au présent, hein, mais pour y revenir, on ne fait qu'un écart. C'est pas la même chose que le regard éloigné de Claude Lévi-Strauss, même si ça s'en inspire. Hein. Vous avez donc le regard éloigné, c'est-à-dire qu'on va chez les Aztèques pour voir comment c'est chez nous, par différence. Hein. Mais les Aztèques, ils n'étaient pas là. Hein. Chez nous, on n'a pas. On peut ne pas aller chez les Aztèques. On n'est pas obligé d'aller chez les Aztèques. Là, aujourd'hui, hein, même si l'enseignement des langues anciennes a tendance à être menacé, disons, hein, il se trouve que vous ouvrez Google et vous avez de l'Antiquité à nos jours partout. Donc en fait, de toute façon, il faut faire avec. Alors, oui, je voudrais prendre un deuxième exemple, encore plus féroce. Ouais, plus féroce parce que ça touche plus de gens. En effet, c'est cette affaire de théâtrum, théatron, théâtre. Alors, ça, c'est, j'allais dire, c'est nouveau. Enfin, de façon pater aussi, parce que... Mais bon, je travaille depuis longtemps sur ce qu'on appelle les théâtres antiques, mais je me suis aperçu récemment d'un certain nombre de choses. Voilà. Alors, je procédais comme pour pater. Quoique, en fait, l'histoire du mot ne soit pas tout à fait la même. Bon, alors, théâtre vient de théatron, trum, excusez-moi, et c'est un terme très, très important, enfin, ce pater aussi, c'est important, hein, mais c'est vraiment un terme lourd, hein, dans notre société contemporaine, hein, parce que nous avons encore un grand récit, l'histoire du théâtre. Ça, c'est particulièrement ébouriffant. Alors, on commence avec le théâtre grec, puis bon, je ne sais pas ce qu'on fait, puis on arrive jusqu'à Brecht. Bon, alors d'abord le mot, soyons clairs, il n'y a pas d'évolution phonétique comme pour pater. Hein. Le terme théatrum a été emprunté volontairement en français à partir du latin à la fin du Moyen-Âge. Moi, je vais toujours voir, quand je travaille sur les mots, sur ce grand trésor, ça s'appelait trésor de la langue française, puis ça a changé. Maintenant, c'est un sigle dont je ne sais plus comment interpréter, mais qui est au CNRS. On va sur Internet, on met le mot, on fait histoire du mot, et hop, on se retrouve sur ce site qui est magnifique, parce qu'il ne fait que des citations. Hein. Alors, le mot théâtrum, hein, est devenu théâtre, a été introduit en français en 1213, mais il sert à désigner, dans un livre qui s'appelle Les Faits des Romains, donc ça sert à désigner pratique historique, bâtiment où se donnaient les spectacles publics. Ensuite, et puis emprunt au latin classique, théâtrum, et pour une fois, la définition est exacte, lieu de représentation, les spectateurs, le public. Vous verrez qu'en effet, que théâtrum, c'est son sens exact. Ça ne veut pas dire le théâtre. Et si vous regardez, regardez comment ce terme a été donc réintroduit en français, c'est en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas eu de continuité, il n'y a pas eu de pratique théâtrale continue. Hein, et les théâtres avaient été rasés, enfin, s'étaient effondrés tout seuls. Et puis, plus personne ne savait ce que c'était, ce qu'avait été ce que nous appelons, nous, le théâtre. Hein. Et même à l'époque de Charlemagne, ça c'est une chose que j'ai remarqué en travaillant sur les manuscrits et tragédies de Sénèque, il y a des manuscrits carolingiens, et comme ceux qui copiaient n'avaient jamais vu, ne savaient pas ce que c'était qu'un dialogue, ils ont lu ça comme des épopées. C'est comme ça. Voilà. Alors, ils ne savaient pas ce que c'était, ou peut-être des dialogues philosophiques, c'était pas clair. En tout cas, voilà. Donc en fait, il y a eu une rupture. Donc c'est pas comme pour pater, etc. Le mot a été repris. Alors maintenant,
Donc, je prends ce mot théâtrum, qui vient évidemment, qui est une forme latine du grec théatron. Bon, alors d'abord, ça ne signifie pas théâtre, en effet, au sens où nous l'entendons. Ça définit soit donc le lieu où se rassemble le public et le public lui-même. Et c'est la même chose en grec. Hein. Donc, il n'y a pas du tout, en latin et en grec, les emplois que nous avons, nous, pour le mot théâtre, et qui sont venus, en fait, à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Donc, je peux dire aisément qu'en Grèce et à Rome, on ne va pas au théâtre. En effet, le mot ne signifie pas spectacle. On ne fait pas du théâtre comme pratique artistique. Il n'y a pas de théâtre de Sophocle, au sens où théâtre désigne le corpus, ni de théâtre grec, l'institution ou pratique sociale. Donc en fait, bon, évidemment, si on dit ça, les gens vous regardent avec des yeux exorbités, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le terme même, c'est-à-dire que ce terme qui englobe toute une série de pratiques, de lieux, etc., en France et puis bon, dans le monde occidental, soit en anglais, en allemand, etc., n'a pas cet effet globalisant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? En Grèce, il y a des concours musicaux. À Rome, il y a des jeux scéniques. Quant au corpus, personne ne s'est jamais pensé qu'il puisse y avoir un corpus de théâtre, hein, ni une... Voilà. Et la pratique sociale, qui est une pratique religieuse en plus, c'est les concours ou les jeux scéniques. Donc, si on essaye de voir ce que peut avoir en commun le terme théâtrum, théatron, et le terme théâtre contemporain, hein, la seule chose qui est en commun, c'est les gradins. Hein, les gradins, hein, à l'exclusion de la scène, hein, puisqu'elle n'est pas comprise dans le mot théâtrum. Puis quand même, là aussi, on a des images trompeuses. Je me permets de vous rappeler que jusqu'à la fin du Ve siècle, il n'y a pas de gradins en rond, ni ils sont tous éphémères, hein, et d'ailleurs, c'est pas des gradins, ce sont des bancs sur des échafaudages. Le théâtre, c'est un banc sur des échafaudages, c'est pas du tout en demi-cercle, et l'espace qui est devant, qu'on appelle effectivement orchestra, a des formes diverses, mais elle n'est jamais ronde. Alors ça, c'est les archéologues qui ont ça. Donc, quand vous allez, quand on vous dit théâtre grec, hein, il y a un montage extraordinaire, on vous met théâtre grec, on vous montre une photo du théâtre de Dionysos à Athènes, et on vous met en dessous Échille, machin. Tout ça, c'est n'importe quoi. Hein, puisque jamais nos grands auteurs de tragédie grecque n'ont fait répéter leur spectacle dans ce lieu, et surtout pas avec une orchestra ronde. Ça, c'est l'horreur. Bon. Alors, donc tout ça est mystifiant, mais enfin, de toute façon, on nage, quand il s'agit d'Antiquité, on nage dans la mystification. C'est d'ailleurs intéressant d'y penser. Alors, mais ça, c'est rien. C'est juste un hors-d'œuvre sur le théâtre. En effet, on peut passer sur ça, hein, et on va dire quand même, il y a beaucoup de commentaires hein, sur la nature, l'essence du théâtre, qui s'appuient sur le mot théatron grec, en commentant la racine. En effet, dans théatron, vous avez tron qui veut dire le lieu, hein, et théa, donc ça serait le lieu du théa. T-H-E-A. Que signifie théa ? Alors, on va voir un peu le sens de cette racine à partir des mots qui sont formés. Alors, vous avez théatron, vous avez théatès, et au pluriel théatai, je vais le traduire maintenant, je ne veux pas faire une fausse traduction par spectateur, parce que c'est faux. Je vais le traduire par public. Vous avez théoria, dont le sens est extrêmement large, hein, mais qui veut dire aussi bien procession que... Et puis théoros, qui veut dire aussi, qui est aussi au pluriel théoroi, le public. Alors, en fait... théoria, théoros, ça veut dire se rendre sur place. La théoria, c'est le fait de se rendre sur place pour assister et se consulter un oracle. Voilà. Alors, généralement, enfin, je n'ai pas trouvé d'exception malheureusement, donc généralement,
on vous explique que théa veut dire voir, regarder, contempler. Même le très savant et très estimable Chantraine, dictionnaire étymologique pour les hellénistes, ce que c'est, hein, dit ça. Or, c'est faux. C'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que il suffit de voir les emplois, hein, et vous verrez pourquoi l'enjeu de ça. Et c'est un enjeu anthropologique fort. En effet, si vous regardez beaucoup d'emplois de théatès ou théoros, hein, celui qui accomplit l'acte compris dans théa, vous voyez que souvent vous ne pouvez pas traduire par spectateur, puisque si ça voulait dire voir, contempler, spectateur, ça marcherait à tous les coups, mais auditeur. En effet, vous avez l'emploi des mots, c'est du grec classique, hein, vous avez des théatailles de sophistes, des conférences de sophistes ou de chœurs. Hein. Alors, bon, je ne vais pas aller très loin dans la démonstration, je l'ai faite ailleurs, enfin bon, évidemment, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé depuis un certain temps, j'ai eu le soutien de collègues hellénistes, sinon je me serais senti un peu seul. En fait, et en particulier, c'est une de mes collègues avec qui on travaille dans notre groupe, Sylvie Perceau, qui me dit « Mais oui, mais évidemment, je sais ça depuis toujours. » Alors, bon, d'accord. En fait, les Grecs ont une culture synesthésiste, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne séparent pas le fait de voir et d'entendre. Et souvent, le même mot, nous allons le traduire par voir ou entendre. En fait, c'est inséparable. Hein, ce sont inséparables. Et même si, bon, font la différence s'il s'agit de voir avec les yeux ou d'entendre avec les oreilles. Hein, mais en fait, dans leur perception du monde, c'est inséparable. En revanche, il y a une autre opposition. Nous, on oppose volontiers voir et entendre, alors que une autre opposition est très forte, hein, en Grèce ancienne, c'est entre être présent, assister, en direct, hein, et savoir par un intermédiaire, en particulier par un récit. Hein. Donc on a presque, alors on croit, si on va trop vite, qu'on est dans le voir et l'entendre, mais non. En fait, c'est être présent à. Et vous avez un développement intéressant sur cette opposition dans Pausanias. Pausanias, vous savez, c'est celui, il se promène dans le monde antique, hein, à l'époque romaine, hein, et il écrit tout ce qu'il voit. Il fait l'opposition entre théorémata et mythomata. Il dit, voilà, ça j'ai vu, j'ai assisté, je peux vous raconter, mythomata, hein, ou acousmata, hein, j'ai entendu raconter. Alors, en fait, ce qu'il y a, hein, avec le public athénien, des concours musicaux, assiste en direct. C'est ça que ça veut dire théâtron. Assister en direct à quelque chose. Alors, bon, je ne vais pas me lancer dans le latin, mais la racine spectar, enfin, qu'on a dans specto, spectari, spectator, hein, c'est la même chose. On a aussi, j'ai trouvé dans Plaute des contextes où spectare, ça voulait dire entendre. Alors, je continue dans cette exploration, parce que vous allez voir, c'est intéressant. Aristote, dans la rhétorique, lui aussi, alors il définit le théatès, donc cet homme du public, mais par une autre opposition. Alors, Aristote distingue trois sortes de ceux qu'il appelle des théoroi, mais qui sont en fait des auditeurs. Hein. Alors, il y a ceux qui sont à l'assemblée politique, enfin nous on va traduire par auditeur, ils sont présents à l'assemblée politique et au tribunal. Mais parmi eux, hein, alors, vous avez parmi les gens qui sont là, vous avez ceux qui sont au pluriel les critailles, des juges, des décideurs. C'est-à-dire que soit on va décider pour l'avenir, hein, dans l'assemblée politique, soit sur le passé, au tribunal. Donc on a une écoute particulière. Et il dit, c'est très différent lorsqu'on assiste à un discours d'apparat. Hein. Et là, dit-il, ce sont des théatailles. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc les critailles et les théatailles. Alors,
Et il dit, là, donc parce qu'il fait une classification des différents types de discours, et là, il parle de ce qu'on appelle l'éloquence épidictique. Bon, tout le monde n'a peut-être pas envie d'entendre ça, hein, et savoir ce que c'est. Et donc, c'est, pour des discours d'apparat, c'est les éloges. Voilà. Donc, quand vous écoutez l'éloge, hein, par exemple, tout à l'heure, on a fait mon éloge, hein, ben, il n'y a rien à juger. Hein. Vous deviez simplement admirer, dit Aristote, la beauté et la force du discours. Et s'il n'y en a pas, c'est très ennuyeux. Voilà. Donc en fait, alors, vous voyez, pour vous dire, c'est que... alors, je vais encore faire l'étape suivante et vous allez vous reconnaître des positions intellectuelles assez connues. Pardon, des positions intellectuelles assez connues. En effet, là, vous voyez, ce qui est en train de... ce que je suis en train de vous dire, c'est que donc le public du théâtre à Athènes n'est pas du tout un public qui ne ferait que regarder, et ce en quoi ça s'opposerait à un public qui écouterait. En effet, ce que vous avez ici, c'est la remise en question du fait que le théâtre, comme on l'entend souvent dire, serait une mise à distance par la représentation, alors je passe de la cité, etc. etc. Or, on voit bien ici que ça ne marche pas, hein, puisque précisément, on n'est pas du tout dans la distance, le jugement. Hein, c'est tout le contraire. Alors, vous connaissez alors justement ce grand récit du théâtre grec. Aristote est un peu coupable dans l'histoire, mais il n'est pas le seul et il a eu des émules gravement coupables. En effet, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous raconte que d'abord, à l'origine, hein, il y a eu un chœur, uniquement des chœurs, et le chœur chante, hein, et ne représente pas, hein, et ces chants donnent, vous avez une écoute empathique. Tout ça est évidemment archaïque, un tout petit peu sauvage. Hein. Et puis, enfin, alors après vous avez une étape qui vient après, c'est que, vous savez, donc il y aurait un acteur qui va prendre une distance par rapport au chœur, hein. Il y a un dialogue qui va s'établir. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est l'interprétation que je discute. Et vous avez donc ce dialogue, et puis vous avez donc l'acteur, et puis un, puis deux, puis trois, hein, qui vont, disons-nous, représenter l'action. Et donc, cette mise à distance fait que cette représentation de l'action, c'est-à-dire qu'en fait, on n'entend plus seulement les chants, on voit des acteurs costumés, hein, qui parlent, dialoguent et représentent une histoire. Et vous lisez un peu partout que cette séparation des acteurs et du chœur permet une distance, hein, critique, hein, et ainsi il y aura un débat alors autour de tout ce que vous voulez, la politique, la loi, le truc, la justice, etc., tout ce que vous voulez. Hein, et cette distance du voir est souvent, je ne vous donne pas les références, je vais vous donner toutes les références après si vous voulez, et comparée à cette distance que donne l'écrit. C'est-à-dire que hein, vous avez l'écrit, l'écriture, le théâtre, et l'écriture, le théâtre, la philosophie, hein, qui surgirait en même temps, enfin, je dirais, bon, qui apparaîtra en même temps, je ne pas, hein, et permettant tout d'un coup un débat, la raison, le discours critique, etc. Alors succéderait à l'effusion, l'empathie du dithyrambe. Alors le dithyrambe n'a rien à voir là-dedans, mais on vous fourgue toujours le dithyrambe à ce moment-là. Hein. Et puis après, il y aurait, et puis si on suit Nietzsche, cet équilibre entre la musique, le chant, le dialogue et le voir se serait effondré au profit du voir, de la lecture, et voilà. Donc, et on aurait la philosophie.
Bon, alors vous voyez comment ça marche, mais tout ça, et alors bon, avec toute une idéologie de l'écriture donnant accès à la raison, je vous renvoie à cet anthropologue que je n'apprécie pas vraiment, qui s'appelle Jacques Goudy. Donc je pense qu'il ne dit pas des choses toujours justes, il dit des choses intéressantes, mais ce n'est pas juste dans le cas. Alors en fait, bon, ce grand récit repose sur la séparation du voir et du dire, hein, et le voir et la promotion de la vue comme étant le procédé qui permet une distance critique. Et vous avez tout le discours sur qu'est-ce que c'est que la tragédie, c'est la cité qui se regarde elle-même comme dans un miroir, etc. Bon. Mais tout ça, évidemment, ça ne marche que si vous opposez le dire et le voir. Hein. Et si vous n'opposez pas, si vous avez une culture synesthésique, hein, si vous n'avez pas du tout de distance critique au théâtre, puisque ça n'est pas précisément être un théoros, être au théâtre, c'est assister de façon justement non critique, non distante, hein, à ce qui est chanté, dit, etc. Alors là, c'est ennuyeux parce que ça ne marche plus. Hein. Et par ailleurs, bon, comme vous savez, on a montré qu'en fait, hein, et alors c'est amusant parce que c'est à la fois en Grèce et à Rome pour une fois, en fait, le public vient pour pleurer ensemble, hein, et si vous voulez, effondre, il y a une sociabilité des larmes communes, de la fusion par les sentiments, dont témoigne encore saint Augustin, c'est intéressant, hein, au 5e siècle. Alors, donc, en fait, c'est ça le théâtre antique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être autre chose. Donc, en fait, vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir contester une essence même du théâtre, d'un théâtre en particulier politique. Le théâtre serait fondamentalement politique, et là, on nous rebat les oreilles avec la démocratie, la politique, le théâtre, le machin, hein, mais c'est l'épouvante, je veux dire. Hein, il faut, en particulier au moment où commence le festival d'Avignon, mieux vaut aller de l'autre côté du Rhône. Hein, voilà. Donc, c'est effrayant, je veux dire. Et alors, avec une bonne conscience, comme ça, je veux dire, c'est une évidence. Voilà. Alors, donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de théâtre politique, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Hein, et qu'on ne retrouve pas l'essence du théâtre quand on vient vous ennuyer ou pas avec une pièce politique. Hein, donc, en fait, en plus, je crois qu'il est intéressant pour une ouverture, une plus large ouverture de forme de théâtre, hein, une réhabilitation du sentiment, du théâtre de l'émotion, de la musique. Hein. Et aussi, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'en passant par les formes, les tragédies grecques, les tragédies romaines, etc., ça donne des médiations vers d'autres théâtres qui sont systématiquement, je dis théâtre parce qu'on est entre nous, systématiquement dévalorisés, hein, sous prétexte qu'il n'y aurait pas des grands textes philosophiques, hein, pour les supporter. Hein. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, vous avez le théâtre iranien, le Tazieh, hein, auquel personne ne s'intéresse, alors c'est extraordinaire. Hein. Vous avez le théâtre indien, etc. Donc en fait, alors je voudrais conclure, il est temps. Voilà, bon, je vais conclure. Hein, et en conclusion, qu'est-ce que je dirais ? C'est que retrouver l'histoire et le lointain, hein, donc par une méthode historique, ça permet d'éviter une identité qui serait une reproduction toujours au même. C'est-à-dire l'identité qui est identique, ça enferme. Et comme vous savez, aujourd'hui, le racisme n'est plus biologique, mais prend la forme de l'identité culturelle. Méfiez-vous des identités culturelles. En effet, ça serait l'idée qu'il y aurait une essence, hein, qui serait le propre d'une société, qui se développerait et en perpétuerait l'origine en conservant l'essentiel. Je vais peut-être couper ma conclusion qui est un peu longue. En effet, alors,
pourquoi pas une identité? Moi, je suis tout à fait d'accord. Si on a besoin d'identité, mais vous vous rendez bien compte que notre passé historique est multiple, et donc on peut choisir ce qu'on veut. Hein. On a toutes sortes de modèles, de références autres. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, alors vous avez, vous pouvez prendre, si vous voulez des modèles antiques ou des références antiques, allez-y. Hein. S'il s'agit d'Auguste, c'est dangereux. Hein. Mais non, mais oui. Non, mais ce qui est, si on veut, non mais d'abord, hein, donc on a, si vous voulez, si on veut que le passé soit constitutif de ce que nous sommes aujourd'hui, ce que je comprends tout à fait bien. Hein, on a le choix. Hein, mais on a aussi le choix d'être complètement autre. Et ça, c'est assez amusant. Hein. Et puis, donc, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est bon, les strates entre elles sont... bon, elles se contaminent, mais elles ne sont pas dans un système linéaire. C'est-à-dire que lorsque vous passez d'une strate à l'autre, hein, vous passez en fait de références complètement différents. Comme vous savez, en France, avant qu'on s'invente des origines grecques et latines, hein, on a eu les origines franques, on a eu les origines gauloises, il y a eu même des Ligures à un moment, qui ont pointé leur nez, mais ils sont pas assez nombreux, puis ils sont juste autour de Marseille, donc ça fait un peu juste, quoi. Mais voilà. Donc, en fait, bon, puis je vous passe les Celtes et autres choses. Alors, qui sont déjà évidemment des fictions. Alors, donc, ce que je trouve aussi très très grave inversement, c'est que abolir le passé lointain, ça veut dire effacer les strates, et vous savez, ça se fait toujours au nom d'une purification du présent. Hein. En effet, le passé et toutes ces strates, ça laisse comme ça des gens. Hein. Si vous voyez l'histoire de la Méditerranée, justement, hein, si on prend juste le système religieux, hein, il y a des gens qui sont en train d'être éliminés, hein, alors qu'en fait, et alors ce qui est bon, il y a les monuments qu'on élimine, mais il y a aussi les gens. Hein, je veux dire. Et vous savez, bon, on parle toujours des chrétiens d'Orient, mais ils sont, il y a toutes sortes de chrétiens d'Orient. Hein, ils sont effectivement ils appartiennent à d'autres strates, hein, et qui sont évidemment déniés. Alors, indépendamment de tout problème religieux, c'est une catastrophe pour l'humanité, bien sûr. Alors, maintenant, je vais conclure sur le collège et les lycées. Alors, évidemment, hein, bon, moi, évidemment, je vais vous dire, alors, est-ce qu'il faut apprendre le latin? Ouais, allons-y carrément. Alors, on vous dit, même les pires opposants au latin disent qu'il faut quand même en faire un peu en français, parce que ça sert à apprendre le français. Alors, je dis ça sûrement pas. Hein, s'il faut apprendre le latin, hein, c'est pas pour faire théâtre et toutes les bêtises de ce genre. Au contraire, mais il faut apprendre le latin. Mais justement, hein, parce que le français ne vient pas du latin, hein, mais que le latin, je dirais, hante le français. C'est-à-dire que si vous commencez à faire l'histoire des mots, vous faites l'histoire du pays. Je veux dire. Si vous essayez de comprendre... Alors, bon, c'est peut-être un peu compliqué pour des enfants de collège. Hein, comprendre l'histoire de pater et père, c'est très intéressant. Hein, mais l'histoire de théâtre aussi. Hein, et en fait, vous avez ici... et puis, c'est l'occasion, puisqu'on parle de la langue, hein, de comprendre ce que c'est qu'une langue. Une langue est-elle réductible à son vocabulaire? Sûrement pas. Hein. La langue, c'est une syntaxe, entre autres. Et une syntaxe casuelle, et c'est pas la même chose qu'une syntaxe non casuelle. Et c'est en fait beaucoup plus simple, une syntaxe casuelle, hein, l'ordre des mots n'intervient plus, enfin pas tout à fait quand même. Voilà. Donc vous pouvez comme ça vous dire. Et puis les langues ne viennent pas. Je veux dire, justement, le latin, le français ne vient pas du latin au sens qu'on est incapable de savoir pourquoi tout d'un coup les cas ont disparu et qu'un tout autre système s'est mis en place. Hein. Alors on dit c'est plus simple. Je ne sais pas en quoi c'est plus simple. Hein. Et alors parce que faut dire que les gens autrefois avaient des langues bien compliquées. On se demande pourquoi ils ont des langues bien compliquées. Est-ce que c'est Dieu qui leur a envoyé des langues compliquées, hein, au début là, vous voyez tout ça. Vous voyez, mais ce qui est fou, c'est qu'on raconte n'importe quoi. Hein, mais les gens les plus sérieux, parce qu'en fait on est complètement désarmés devant le phénomène de la langue. Moi, et je vais terminer là-dessus. Je suis allé voir. Je me dis mais c'est bizarre. L'anglais. Alors d'abord l'anglais, enfin ce qu'on appelle l'anglais. Hein, qui est un anglo-saxon, qui est un mélange
drôle de mélange. Hein. Alors, d'où vient l'anglais? Alors là, si vous me dites d'où vient l'anglais, là, je vous dis bravo, parce qu'il vient d'un peu partout. Hein. Alors, je me suis dit, mais c'est bizarre, l'anglais. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de to do? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et on met do quand on nie, quand on interroge. Et je suis allée chercher. Eh bien, personne n'est capable de dire pourquoi. Pourquoi? Quel phénomène a fait que tout d'un coup, il y a cet auxiliaire do qui a envahi l'anglais. D'accord, en allemand, on a to tun, mais tun ne sert pas à ça. Hein. Et donc, en fait, je pense que la confrontation des différentes langues, et en particulier de langue casuelle, langue comme ça, est quelque chose qui est tout à fait important dans la formation des enfants. Voilà. J'ai terminé. Allons-y. Merci beaucoup pour cette belle conférence et merci de nous avoir rappelé très opportunément que nous ne sommes pas des choux de Bruxelles. Nous ne sommes pas des artichauts de Bretagne. Nous n'avons pas besoin de nous fabriquer des racines pour nous ligoter avec. Hein. C'est bon à rappeler de temps à autre. Merci aussi de nous avoir incités à regarder autrement les péplums. Et de ce point de vue-là, je vous donne 2 conseils particulièrement pernicieux. Vous allez voir le personnage de Lucius Vorenus dans la série Rome à la lueur du fantasme du pater familias. C'est un magnifique pater familias de mythe qu'on a avec Lucius Vorenus. Et de même, regardez les premières scènes de Gladiator qui sont tout à fait significatives. Vous avez d'un côté la Romanitas, l'essence de la civilisation, de l'autre côté les sauvages, les barbares, les papous, etc. Vous avez là aussi des cristallisations d'opposition qui viennent de loin, que les péplums véhiculent de cette manière-là. Et merci enfin de nous avoir rappelé que l'argument de la nature est généralement, je serais tentée de dire, toujours suspect. C'est-à-dire que quand on justifie un phénomène social, des pratiques ou des lois en disant qu'elles sont fondées en nature, en général, ça veut dire la nature, c'est-à-dire la culture. Et merci donc de nous avoir rappelé que souvent, on a tendance à instrumentaliser l'Antiquité pour cette naturalisation despotique d'un certain nombre de pratiques. Et justement, donc la question, je la pose, c'est quoi natura? Et le fameux de natura rerum de Lucrèce. Oui, non, je vais... je suis pas du tout philosophe. En fait, natura, ça veut dire la naissance, tout simplement. Et alors, juste une petite... Mais je ne vais pas être trop longue, parce que si je commence à raconter... En fait, natura, c'est une... En particulier en droit, c'est une fiction. Hein. C'est une invention, c'est un terme de droit, mais qui a été inventé pour une raison très simple, entre autres... Enfin, pour... lorsque vous avez des liens qui sont des liens contractuels, hein, ou des liens qui sont d'ordre de droit, par exemple un père et son fils, il y a un lien qui est lié au statut, c'est ce qu'on appelle matrimonium iustum. Mais vous savez qu'il y avait beaucoup d'adoptions, c'est-à-dire que lorsqu'un garçon, généralement c'est un garçon qui est adopté, hein, est adopté par un donc il a un autre père. Il a un père qui est en fait son père réel et son nouveau pater familias. Hein. Mais, alors qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien père? Normalement, il disparaît. Mais, s'il y a des problèmes d'héritage, c'est-à-dire que si l'ancien père n'a pas d'enfant, alors, à ce moment-là, hein, on dit qu'il est le père naturel. Mais la natura elle sert à boucher les déficiences du droit en matière de lien social. Hein. Et alors, donc ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est un grand juriste. Et c'est très intéressant. Donc, la natura, ça veut dire de naissance, tout simplement, qui est liée à la naissance et qui ne renvoie absolument pas à une naissance ni à quelque chose de même ordre. Voilà, c'est tout. On ne va pas passer la soirée sur natura. Laquelle salle étant sous le coup de la stupéfaction et de l'admiration, je prends la parole. Non, mais vous savez, la salle, c'est comme les étudiants, ils ont jamais grandi. Hein, donc il faut laisser le poids du silence parce que sinon, ils parleront jamais. Alors on va écouter le silence et nous avons un intervenant
Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour cette conférence, déjà au départ, parce que je ne suis pas du tout, je veux dire, totalement ignare en linguistique, on va dire les choses clairement. Et donc, j'ai appris énormément de choses, ce qui est quand même intéressant. Je vous pose une question qui n'est pas directement liée à la linguistique. Je suis passionné d'archéologie, donc je savais ce que vous avez dit sur ces fameuses structures rondes qui n'existaient pas comme théâtre, effectivement, ces structures en bois. La question est toute simple. Est-ce qu'on a une idée, parce que je ne me suis jamais finalement poser la question plus loin, est-ce qu'on a une idée exacte de à quoi servaient ces structures rondes en pierre que l'on connaît, qui existent depuis le 1er siècle pratiquement? Merci. Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qui s'est passé, bon, il y a eu un événement important à Athènes même, hein, c'est que, alors je vais essayer de faire vite. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Athènes a été vaincue par la Macédoine, les Macédoniens, etc. Et à ce moment-là, ça a eu une grosse crise. On n'a plus d'argent, on n'a plus de tribus, on n'a plus de prestige, on n'a plus rien. On va se transformer en cité intellectuelle. Non mais je veux dire, non, c'est le moment. Non mais je ne plaisante pas. Hein. Ça a été très 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 bien fait par un historien qui s'appelle Vincent Azoulay. Et donc et alors à ce moment-là, hein, il y a eu une loi qui a décidé alors d'abord de monumentaliser un certain nombre de tragédies, et de construire un théâtre. C'est-à-dire en fait il y a eu une institutionnalisation, hein, qui s'est faite Athènes a décidé qu'elle serait la cité qui avait inventé la tragédie. Alors c'est à ce moment-là qu'Aristote écrit d'ailleurs, hein, la poétique. Et tout ça est un grand affaire d'identité nationale. Voilà, en gros c'est ça. Et ensuite, tous les théâtres qu'on voit partout dans toute la Méditerranée, ce sont des théâtres qui ont été construits par les Romains, puisque dans toutes les cités colonies ou autres, il y avait nécessairement un théâtre, puisqu'il y avait des jeux et des jeux scéniques qui étaient pour les divinités principales de la ville et aussi pour la famille, Rome et Auguste et la famille. Donc en fait, c'est un second temps, voilà. Et là à ce moment-là, ça a été fait effectivement rond et tout. Alors l'idée d'une politique culturelle nationale, c'est quelque chose qu'on connaît bien de manière beaucoup plus récente, parce que De Gaulle, qui a eu une culture classique forte, a eu exactement la même idée à la Libération. La question c'est ça, qu'est-ce que va devenir la France en ruine, qui est une puissance économique et militaire en train de régresser au 3e rang entre deux superpuissances? Qu'est-ce qu'on fait? De Gaulle s'est souvenu des Athéniens, il a dit on va devenir une grande puissance culturelle, puisqu'on ne peut plus être une grande puissance militaire, économique, etc. Et voilà, donc il s'est inscrit comme ça. Oui, c'est une question à propos de l'affirmation le français ne vient pas du latin. Mais moi, quand j'ai fait mes études de lettres, justement, j'avais un certificat d'ancien français, et notamment, il y avait une partie sur la phonétique. Et je ne me rappelle plus comment s'appelait le précis de phonétique qu'on avait. Cimier, ou je ne me souviens plus. Or, on a quand même bien appris que le français, c'est d'abord les Gallo-Romains, ceux qui étaient en Gaule, qui ont entendu parler le latin, ont peu à peu déformé. On a vu les palatalisations, il y avait tous sa transformation et d'autres langues. Et donc, peu à peu, il s'est formé une autre langue. Mais ça vient de la prononciation. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous apporter des précisions là-dessus. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais la phonétique, ça n'est pas la langue. C'est quand même la prononciation de la langue. Oui, d'accord, mais le sens des mots. Ah, mais je ne parle pas du sens des mots, je parle de oui, mais si vous voulez, comment le mot entendu se transforme. D'accord, je suis bien d'accord avec vous. Là, c'est incontestable. Mais dire que le français vient du latin, vous le réduisez à des effets phonétiques. Mais le sens d'un mot, c'est ses emplois. Quand je prends le mot, quand on prend... on a tous appris ces lois phonétiques, moi aussi, et j'en ai pas un très bon souvenir parce que c'était assez dur à apprendre. Bon, mais cela dit, c'était sans doute très très utile. Mais si vous voulez, le problème du sens d'un mot, hein, ça n'a rien à voir avec sa forme. C'est-à-dire que lorsque je vous dis que pater, le mot père, le mot père, il vient bien phonétiquement. Vous avez raison, de pater. Simplement, le sens n'est pas du tout le même.
Donc, quand on dit, vous allez, parce que l'étymologie, si vous voulez, c'est à double entrée. Parce que généralement, les gens, lorsqu'ils... d'abord, en plus, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a des mots qui ont évolué phonétiquement, et puis, au moment de la Renaissance, beaucoup de mots ont été pris dans le latin pour faire des mots français. Théatron, c'est l'exemple. Voilà. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas une évolution phonétique. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est une importation. Donc on n'est pas dans l'évolution phonétique. Mais, et après, il ne bouge plus, parce que vous savez, bon, ça n'a plus bougé depuis. Alors, maintenant, le sens, ça n'a rien à voir avec la forme. Je veux dire, un mot qui se maintient phonétiquement, bien, le sens n'est pas lié à la forme. Vous prenez n'importe quel... C'est-à-dire que... oui. Donc... est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que... Alors, bien, donc... Mais il véhicule rien du tout. Mais véhicule de quoi? De rien du tout. Le sens d'un mot, c'est ses emplois. Non, mais d'accord, dans un temps horizontal. Mais là, on est sur 2000 ans. Hein, le sens... Vous ne pouvez pas dire... que le mot pater, c'est le mot père. Rien n'est passé. Rien. Hein? Parce que les emplois sont complètement différents. Alors, vous pouvez faire l'histoire, mais l'histoire, mais c'est intéressant parce que, si vous voulez, vous avez compris que ce que j'ai répété comme une malade toute la soirée, c'est que l'histoire, ça n'est pas l'origine. L'histoire, c'est les ruptures. L'histoire, c'est les inventions. L'histoire, c'est les strates. Hein? C'est-à-dire que c'est l'événement. Et je pense qu'il est important, et donc c'est la responsabilité des gens qui le font. Lorsque le Code Napoléon est rédigé, eh bien, le mot père n'est pas employé comme il était employé en droit romain. Il a un sens complètement différent. Hein? Rien n'est passé. Rien du tout. Alors ça, c'est intéressant. Et parce qu'en droit, parce que la notion... juridique de père et de paternité dans le Code Napoléon n'a rien à voir avec le droit romain. Et d'ailleurs, n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Donc, ça, c'est... alors, ce qu'il y a justement, c'est que l'histoire... il y a de l'événement, il y a beaucoup d'événements. Et il y a des ruptures, il y a des changements. Et comme il y a des changements dans le théâtre. Tout d'un coup, on construit un théâtre. C'est une révolution, en fait, de faire un monument fixe. Ça change tout. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une sorte finalement de croyance que parce qu'il y a une forme phonétique que l'on peut suivre, il y aurait du sens qui courrait après, si je peux dire, ou qui serait dedans, caché au fond, là. Caché au fond. De quoi on se demande. Je ne vais pas refaire ça aussi. Mais pour des mots qui désignent des choses, le mot arbre, il vient bien quand même, il vient bien d'une déformation de la prononciation d'un mot latin. Alors là, il n'y a pas de problème de sens, il n'y a pas de problème de véhicule idéologique sur un arbre. Je vous parle des emplois. Ben justement. Mais les mots ne se promènent pas tout seuls. Quand on montre à quelqu'un un arbre, on lui parle, on emploie le mot qui est devenu arbre, mais qui vient qui était le même, qui a été entendu et déformé par la phonétique. Et pourquoi il est devenu masculin? Ah ben voilà. Oui, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que vous avez des emplois et cet emploi n'est pas lié à la forme. Hein. Bon, vous avez arbre et resté, il y en a d'autres. Ce qu'il y a, c'est que c'est drôle, ce besoin, mais je le reconnais qu'on a tous, ce besoin de s'accrocher à quelque chose qui serait pérenne. Hein. Alors, comme s'il y avait le sens, c'était autre chose. Il n'y a pas d'autre valeur qu'emploi. Alors, les emplois peuvent rester les mêmes. Ok, bien d'accord. Puis les emplois peuvent changer. Puis c'est tout. Alors, on est bien d'accord. Mais, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est de ne pas se tromper d'agent. Hein, de ne pas mettre une sorte de langue immanente, hein, qui vivrait sa vie toute seule, hein, et avec des lois phonétiques, etc. Non. Ce sont les hommes qui parlent, effectivement, hein, et qui changent le sens des mots. Ou ne le changent pas.
Ce qui explique que vous avez peut-être, enfin certains d'entre vous ont peut-être comme moi ressenti toujours une intense stupeur, mais muette parce que courtoise, quand on vous répétait que l'étymologie c'est bien parce que ça permet de mieux comprendre le sens des mots. Ça m'a toujours semblé d'une stupidité noire. Ce qui permet de mieux comprendre le sens des mots, c'est effectivement d'étudier leur évolution historique dans des situations de communication. Ça, oui, effectivement. Mais en soi, vous n'avez rien dit de plus sur l'arbre quand on l'a dit que ça vient d'arbor. Vous voyez, il n'y a pas un gain formidable. Mais ça fait bien, c'est vrai, je reconnais. Non, mais c'est un fait. Oui. Mais on n'a rien dit de plus, c'est un fait sans ni de moins. importance. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucune importance. Bon, mais c'est tout. Mais si vous voulez, je crois que c'est... bon, mais que vous ayez raison, c'est sûr. Hein, vous avez raison. Mais, mais le problème, c'est que d'autres mots, dont le sens a changé, hein, et peuvent... et on ne le... C'est comme natura. Alors je jette l'énigme du soir. Quelle est la différence entre un cannibale et un anthropophage ? Donc interroger l'étymologie et interroger les usages, c'est une question intéressante. Et il y a comme ça pas mal de doublés. C'est la question du jour. Moi, je ne suis pas professeur de français. Bonsoir et merci pour cette conférence. Il me semble que Sempronius Aselio pensait l'histoire, plutôt l'historiographie, comme un moyen, comme un autre, de rendre les jeunes plus aptes à défendre la République et peut-être plus lents à faire le mal. Alors, je vous pose la question, Madame Dupont, est-ce qu'en rendant l'histoire, en rendant en l'occurrence l'Antiquité autre ou disons lointaine ou différente de nous, n'est-ce pas un risque de briser le caractère sûrement factice mais didactique de l'histoire? C'est-à-dire, est-ce qu'en nous éloignant de nos prétendues origines, parce que je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas d'une téléologie, mais n'est-il pas risqué en rendant l'Antiquité autre qu'on en perde les enseignements et les leçons? Là, il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord, hein, c'est cette fonction de l'histoire. Bon. Alors, vous dites, voilà, on peut, enseignement, leçon, bon, c'est un peu sérieux, mais enfin bon, de l'histoire. Alors, moi, je vous dis d'accord, mais précisément. Non pas une histoire qui donnerait des modèles, au sens des modèles à suivre, mais vous allez voir, on n'est pas très loin quand même, hein, c'est que l'histoire, enfin l'Antiquité par exemple, hein, ça permet de faire ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est-à-dire, si on veut bien, si on s'abandonne un peu à la reconstitution historique, le mieux possible, justement en essayant d'aller le plus loin possible de nous, hein, tout d'un coup, on découvre des formes d'humanité qu'on peut à la fois comprendre, sinon, voilà, et en même temps très différentes de nôtres. Voilà, c'est ce que j'appelle l'expérience de pensée. Hein. Par exemple, des choses... je vais essayer de prendre un autre exemple bon, je prends l'exemple d'un événement historique assez qui semble appartenir plutôt du côté de la modernité. C'est Crassus, donc un consul, il était proconsul à ce moment-là, à l'époque de César. Hein, Crassus. Bon. Et il va partir en guerre contre les Parthes. Tout ça semble assez rationnel, positif. On prépare tout ça. Et puis, bon, il y a les différents politiques. Et puis, au moment où il doit sortir de Rome, il y a un tribun de la plèbe qui le maudit, lui porte une excellente... Enfin, bon, tribun de la plèbe, c'est-à-dire c'est un homme politique, je veux dire, c'est un administrateur, c'est quand même quelqu'un de respectable. Hein. Bon, je sais pas, je sais pas, vous avez un... Je sais pas comment penser un tribun de la plèbe, vous avez un député ou un préfet hein, qui tout d'un coup, au moment où le général sort de sa caserne, lui une exécration, lui jette une exécration. Hein. Eh bien, tout le monde à Rome a été convaincu que les malheurs de Crassus
ont été la conséquence de cette exécration. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, bon, il y a des gens qui peuvent être à la fois complètement proches de nous, d'un point de vue... Bon, c'est pour ça que je dis c'est sauvages comme les autres, mais en fait, je crois que ce n'est pas des sauvages comme les autres. Je reprends la formule. C'est des sauvages un peu différents des autres. Voilà. Bon, je vous donne cet exemple de pensée. Et, alors, les historiens, si vous prenez une histoire de Rome aujourd'hui, on ne vous dira pas qu'il y a eu le tribun de la plèbe. On va vous expliquer que Crassus, il est parti, il n'avait pas vraiment tout ce qu'il fait. On aura une explication positive de l'échec de Crassus, et on ne mettra pas ça, on vous mettra ça dans le chapitre religion romaine, etc. Vous voyez, donc, bon, c'est pas un très bon exemple, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien quand même, hein. Bon, chacun, la fatigue, etc. Bon, excusez, vous avez des exemples comme ça, vous avez des choses très, très bizarres, hein, qui fait qu'on a tout d'un coup affaire à des humanités qui nous ressemblent sans nous ressembler, hein, et on se dit, voilà, donc ça me semble être, bon, je voyais, bon, il y a peut-être des choses qui sont... moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a sans doute d'autres choses à trouver dans l'histoire de l'Antiquité, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein, ce sont ces expériences de pensée qu'on peut faire à l'occasion. Mais effectivement, c'est une pensée... c'est une question bon, importante, très importante. Bonsoir. Ah oui, oui. Je voulais vous demander, c'est une question par rapport au devenir de l'enseignement du latin et du grec. Et je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit sur le mythe de cette altérité qui nous est finalement semblable. Mais justement, en démontant ce mythe de l'altérité semblable, est-ce qu'on ne rend pas des générations d'élèves, est-ce qu'on ne perd pas l'attrait finalement de ces langues, en disant par exemple aux élèves qu'elle est proche de nous, finalement on perd ce côté attrayant et finalement on intellectualise ces langues et on en fait quelque chose de plutôt, comment dire, trop élitiste, trop barbant aux élèves en fait. Oui, alors pour moi, hein, si vous voulez, c'est... entrer dans le latin, s'approprier le latin, c'est la seule façon d'aller dans l'Antiquité. On ne peut pas y aller en traduction. Vous avez vu ce qui se passe quand on traduit. Or, je pense, là je parlais d'expérience de pensée, je pense que même pour les enfants jeunes, c'est extrêmement formateur que d'aller dans un monde qui n'est pas le leur et qui n'est pas non plus celui de leurs petits camarades qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire, en fait, c'est un espace qui est identitairement neutre et en même temps aussi que tout le monde peut s'approprier. Alors, soit en faisant de l'histoire, en disant bah, moi je suis né en Tunisie, je suis né où mes parents sont nés là, et finalement on avait tous le même monde. Il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, bon. En 5e siècle, 3e, 2e siècle, quand je pense à l'Afrique romaine, bon, c'était un monde unifié. Hein, voilà. Et je pense qu'en même temps, si vous voulez, alors c'est pour ça, si vous voulez, c'est pas, ce qui est intéressant, c'est de suivre le fil des mots et le fil de la phrase. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller voir, alors, par exemple, tout d'un coup, je pense, par exemple, on parle toujours de l'enseignement du religieux, du fait religieux, ce que je déteste comme terme, enfin, moi j'aime le concret, pour moi le fait religieux, c'est un peu abstrait. Mais bon... vous allez pouvoir aller avec vos élèves, hein, dans un monde sans monothéisme. Donc, ils ne vont pas commencer à savoir si c'est plutôt musulman, juif, chrétien ou autre. Hein. C'est un monde sans monothéisme. Et donc, alors, ne serait-ce que pour eux, découvrir qu'on peut avoir une religion qui ne ressemble pas à la leur, hein, et quand même avoir des pratiques religieuses, je pense que c'est tout sauf barbant. Hein. Par exemple, que le mot religio ne veuille pas dire religion, c'est très intéressant. Hein. Par exemple, les emmener par la langue, parce que dans le monde du sacrifice, hein, les mots comme profanum, sacrum, avec des mots assez simples, si vous voulez, je pense que pour moi c'est ça. C'est-à-dire, je vous dis tout à l'heure, l'histoire des mots, c'est l'histoire d'une société. C'est ça, je pense, qui peut être intéressant. Et voilà. Et quand... j'enseignais en première année à la fac le latin obligatoire. Enfin bon, en tout cas, nous, c'était comme ça. Aux lettres modernes, tous les gens de lettres modernes devaient faire du latin. Hein. Donc, en fait, ce qu'on faisait, on faisait bon, des cours de langue, mais on faisait aussi des cours de civilisation à travers les mots.
C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que faire la civilisation comme ça, je ne faisais que des mots. Hein, et d'abord, il les retenait, donc ça a aidé pour le cours de langue. Hein, et aussi, ça permettait d'entrer dans disons, justement, ce monde différent, mais un monde différent où on peut se promener. Donc c'est pas un monde qui est comme ça, est tellement différent que de toute façon ça ne ressemble pas. Hein. Alors on était toujours un peu, peut-être un peu démagogique, on faisait des choses sur les enfants, l'éducation, etc. Pouer, alors que Pouer soit à la fois l'enfant et l'esclave, vous voyez déjà il y avait des ah oui mais comment, bon voilà. Donc je pense que voilà, c'est la réponse que je voulais vous faire par la pratique. Oui. Moi, c'est par rapport à une question posée par le monsieur là qui est juste derrière moi concernant l'enseignement de l'histoire. Oui, parce qu'il disait que parfois enseigner l'histoire de façon linéaire, c'est sécurisant. C'est vrai que c'est sécurisant. Sécurisant pour qui? Sécurisant, en général, c'est sécurisant pour les pouvoirs qui sont en place. Moi, je voudrais qu'on apprenne, donc qu'on reformule l'enseignement de l'histoire par des ruptures, c'est-à-dire enseigner des ruptures et non pas enseigner une linéarité. C'est ce que je vous... Et par rapport tout à l'heure, le monsieur qui est devant moi qui avait posé la question du rapport entre le signifiant et le signifié. Oui. Oui. Un signifiant n'a rien à voir avec le signifié. Moi, je prends le cas donc, dans ma culture, la notion d'arbre. Un arbre dans le nord de l'Algérie n'a rien à voir dans la représentation d'un Algérien dans le nord et d'un Algérien dans le sud, dans les oasis. Dans les oasis, l'arbre, en général, il a dans son image le palmier. Et l'autre, il a peut-être le chêne. Donc le rapport entre le signifiant et les signifiés n'est pas obligatoire. Donc il faudrait qu'on reformule, y compris pour des enseignants de français, qu'on reformule la notion de signifiant et de signifié. Merci. Oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Et alors, en ce qui concerne l'histoire de la Méditerranée, il faudrait la faire totalement, c'est-à-dire ne pas oublier les gens. Parce que, ce que vous dites, c'est aussi vrai pour toutes les parties. C'est-à-dire, on en parle au moment où ça concerne... Et en fait, l'histoire, c'est l'histoire non seulement de rupture, mais de divergence. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont les collectivités, puis qui divergent, puis qui reviennent, etc. Donc en fait, il faudrait avoir des histoires absolument pas linéaires, mais presque, disons, des histoires de tissage, quoi. Mais je suis d'accord avec vous, bien sûr. Une antépénultième question. C'est pas grave. Alors une pénultième. Voilà, là-haut. Il y a un monsieur. Oui. Oui. À propos de la langue, mais ça peut s'élargir à d'autres domaines. Bon, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que il est inexact et simplificateur de dire que le français vient du latin. Mais dire l'inverse est également un raccourci. Dire le français ne vient pas du latin est tout aussi faux. Il y a des glissements, voilà, il y a beaucoup de temps à passer. Le français vient en partie du latin, il vient aussi du celte, de même que l'anglais vient du latin, du français, du saxon. Donc je pense qu'il est toujours bon d'éviter les... bien sûr, les paradoxes sont très amusants, mais il y a un enjeu qui est grave pour le futur. On peut opposer aussi... bien sûr, l'histoire n'est pas que linéaire, elle n'est pas qu'essentialiste, elle n'est peut-être pas du tout essentialiste, mais est-ce qu'il faut la remplacer par un rupturalisme et dire il n'y a que des ruptures ? C'est tout aussi court. Donc, moi j'ai une question, c'est la transmission. Que ce soit la transmission justement de la manière de... Quelles étaient les idées, les modes de vie des Romains, des Grecs, des Sibériens, des habitants de l'Amérique précolombienne. Vous
vous avez dit que les politiques sont d'une inculture effrayante. Ça, on a tous, je pense que tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oula. Alors, d'abord, je vais répondre rapidement. La question n'est pas de savoir si le français vient, tu sais, c'est la notion même de venir d'eux qui ne va pas, c'est tout, qui n'a rien de linguistique. On disait toujours autrefois que l'homme descendait du singe et que le singe descendait de l'arbre. Mais je veux dire, chaque fois que j'entends parler de ça, ça me fait penser à ça. Je veux dire, c'est une métaphore non maîtrisée. Qu'est-ce que ça veut dire venir d'eux? Bon, je veux dire, donc c'est ça le problème, c'est qu'on passe son temps, et moi la première, à utiliser des formules, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais on croit qu'on dit quelque chose. Donc voilà, donc c'est ce venir d'eux qui me semble très bizarre. Mais tout ça, bon, alors, vous dites, c'est que, bon, des ruptures. Mais moi, je vous dis non. Il y a des strates. L'histoire, c'est des strates. Hein. C'est pas des continuités, des ruptures. Hein. C'est des strates. Voilà. Donc les choses s'accumulent comme ça. Hein. Et puis voilà. Et puis, je voudrais aussi plaider pour la responsabilité, la volonté humaine, les décisions. Les hommes prennent des décisions. Et je ne vais pas commencer une autre conférence, mais moi je suis en train de travailler sur le latin. Je me suis aperçu que le latin était une langue artificielle créée de toutes pièces. Bon, je vous dis ça en passant. Il y a jamais. Bon, voilà. Donc, il y a des décisions qui ont été prises. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Voilà. Donc, bon, c'est très amusant. Quand on prend un peu la peine de regarder les choses, et en plus, j'ai rien découvert du tout. Hein, tout le monde le dit, mais dans des petits coins. Voilà. Donc, en fait, on fait des découvertes formidables. Voilà. Alors, quant à la transmission, je ne sais pas qui veut transmettre quoi. Je veux dire, là aussi, c'est une décision sur ce qu'on veut transmettre. Il y a des programmes, il y a des. Bon, ça, je ne peux pas vous répondre sur la transmission parce que on fait quoi? Chacun fait ce qu'il peut. Hein. L'heure tournant, je pense que ça va être le moment de nous séparer. Il y a encore une question? Je ne sais pas, j'ai un micro. Une toute dernière. Ah, alors si vous avez le micro, vous avez en même temps le droit et le devoir de poser la dernière question. D'accord. Oui, merci bien. Je vous écoutais. En effet, vous avez attiré notre attention sur le fait de se méfier d'une vision linéaire de l'histoire théologique. Ceci dit, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la pensée philosophique. Aujourd'hui, je sais pas, les philosophes modernes, de la modernité, d'hier comme d'aujourd'hui, quand vous lisez leurs écrits, ils partent de Platon, d'Aristote, des philosophes de l'Antiquité. Et construire une pensée philosophique revient souvent à mesurer l'écart, soit à déconstruire une pensée de l'Antiquité, soit à s'en écarter. Donc je me posais cette question, c'est-à-dire que là tout de même on a une pensée qui se construit à partir d'une pensée de l'Antiquité. Donc est-ce que c'est une pure illusion? Est-ce que c'est la croyance d'une linéarité de la pensée qui finit par devenir autoréalisatrice? N'empêche que concrètement en philosophie, la pensée de Platon, d'Aristote a un sacré poids. Oui, alors vous avez répondu à votre question, c'est une pure illusion. Alors, cela dit, c'est formidable quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, en gros, à partir du 19e siècle, cette idée qu'on allait commenter Platon, comprendre Platon, et à partir... Bon, tout ça est une magnifique construction d'esprit, et là aussi, c'est des expériences de pensée. Alors, il se trouve que j'ai dirigé la thèse d'un latiniste philosophe, ou un latiniste qui s'intéressait à la philosophie, et qui a travaillé sur qu'est-ce que c'est que la philosophia dans l'Antiquité, et qu'est-ce que c'est que philosophein à Athènes. Et évidemment, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la philosophie telle qu'elle s'est construite comme système de pensée. Alors, je vous passe... Donc, en fait, bon, alors, il y a... Bon, vu l'heure tardive, bon, mais quand même, je vous donnais deux choses. Sous le mot de philosophoi, ou de philosophie en philosophus, philosophie en latin, vous avez énormément de genres, de types de gens. Hein. Vous avez des gymnastes, vous avez des professeurs de sport, hein, vous avez des cuisiniers, hein, etc. Bon. Donc en fait, tout le monde s'auto-proclame philosophos ou philosophus. Hein. Donc en fait, c'est très compliqué. Et puis, d'abord, c'est ça.
ensuite, comme vous savez, il y a quand même Hadot et ses successeurs qui ont dit que la philosophie de l'Antiquité, ce n'était pas des pratiques de pensée théoriques, mais c'était des pratiques de vie. Déjà, il y a déjà toute une école critique par rapport à ce que pouvait être la philosophia de l'Antiquité. Voilà. Donc, en fait, et quant au savoir si Platon a construit un système ou pas, comme vous savez, c'est éminemment discuté. Il y a des gens très sérieux, beaucoup plus que moi, qui disent que Platon n'a jamais fait de système de pensée. Alors, et je vais conclure là-dessus, ça pose en fait un problème par rapport à l'Antiquité qui est celui du statut des textes qu'on utilise. C'est-à-dire que si vous prenez aussi bien d'ailleurs un texte de théâtre qu'un texte dit de philosophie, comme si c'était des textes contemporains, à ce moment-là, vous prenez des risques. Parce que qu'est-ce qui vous dit qu'un dialogue de Platon, c'est un texte philosophique, c'est-à-dire cohérent, etc. etc. Peut-être ce n'est qu'un catalogue programmatique pour que les gens aillent dans l'école. Enfin, je vous dis ça. Par conséquent, il y a beaucoup de questions, et vous l'avez soulevé. En fait, il faut... vous avez soulevé cette question, qu'est-ce que c'est? Et à chaque fois, on est obligé de se demander, mais qu'est-ce que c'est? De quoi avons-nous conservé la trace? Voilà. Monsieur parlait de la transmission, mais justement, de quoi avons-nous conservé la trace? De quoi les dialogues de Platon ou les traités d'Aristote sont-ils la trace? Voilà. Alors, le moment est venu pour moi de faire une conclusion qui soit à la hauteur de la situation, et donc d'un raffinement intellectuel inédit. Et je l'emprunte à Umberto Eco pour préfigurer la comédie du livre. Et donc je profère avec toute l'autorité de la lingua latina, stat rosa pristina nomine, nuda nomina tenemus. Et je vous laisse réfléchir à cela, et je vous laisse la parole pour la conclusion. Merci beaucoup, Madame Dupont. Merci.